Avec une victoire, Arman Tsarukyan peut prétendre au titre et Dan Hooker pourrait aussi prétendre clairement à la ceinture BMF. Brian, l'UFC Qatar, c'est du lourd et ce main event est un peu inattendu, je trouve. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Le fait que ce soit sur synchrone, clairement. Et j'espère voir apparaître le 4e. Et t'espères qu'on arrive au moins au 4e. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse en dehors de l'enjeu que je viens de citer pour les ceintures, c'est aussi le mouvement que ça peut créer dans la division parce qu'on est un peu dans l'attente de ce qui va se passer pour la suite pour Ilia Topuria. Et je pense que ce combat pourrait clairement avoir un impact sur la suite du top de la division. On va analyser ça juste après notre générique et notre Tale of the Tape. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue. 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 Fight Minds. Fight Minds. Bienvenue. So Fight Minds. Dan Hooker est 7e au ranking UFC et 8e selon Fight Minds. Il possède 24 victoires pour 12 défaites et affiche un 14-8 à l'UFC. 75% de ses victoires sont avant la limite avec 11 KO et 7 soumissions. Arman Tsarukyan occupe la 2e place du ranking UFC et est 4e selon Fight Minds. Il a remporté 22 de ses 25 combats et 9 de ses 11 combats sous la bannière de l'UFC. Il remporte 64% de ses combats avant la limite avec 9 KO et 5 soumissions. Dan Hooker est sur une série de 3 victoires avec son TKO sur PLS en novembre 2022, puis ses 2 décisions partagées face à Jalin Turner et Mateusz Gamrot. Arman Tsarukyan enchaînait 4 victoires dont les 2 dernières étaient son KO sur Beneil Dariush, puis sa décision partagée contre Charles Oliveira à l'UFC 300, avant de s'incliner sur blessure contre Nina Drama en janvier de cette année. Alors au niveau des stats, j'en ai pas pris beaucoup, je trouve qu'il y en a une qui sort debout, une qui sort du lot au niveau du striking, c'est le volume. On est à 5 frappes qui touchent par minute pour Hooker, 3.8 pour Tsarukyan. Et défensivement, Tsarukyan est le plus responsable derrière Islam Makhachev si on le considère encore comme un lightweight, si on considère que Islam est officiellement passé chez les welterweight. Dans le top 15, c'est Tsarukyan qui se fait le moins toucher avec 1.8 frappes à la minute qui est encaissée. La moyenne du top 15 est à 3.7, donc il est vraiment bien à ce niveau-là. Et évidemment, on doit parler de la lutte. Arman Tsarukyan, il est 4e dans le top 15 lightweight, incluant Makhachev de nouveau, avec 3.25 amené au sol qui passe par 15 minutes et une réussite à 37%, ce qui est dans la moyenne du top 15 de la division. Du côté de Dan Hooker, on doit plutôt parler de sa défense ici. Sa défense est à 78%, ce qui est 3% meilleur que la moyenne du top 15 de la division. Donc on va rester sur Dan Hooker. Clairement, c'est un striker. Son jeu, pour faire simple, c'est de rester debout et dominer en striking avec un style à la frontière entre engagé et volume. J'ai quand même nuancé. On prend son combat contre Akparas, par exemple, où il a imposé sa victoire grâce à sa lutte. Mais voilà, de manière générale, c'est plus quelqu'un qui aborde un combat pour rester debout. Et je trouve que même s'il a un volume, il engage avec du haut volume, il ne surengage pas son anglaise pour éviter d'exposer ses hanches. Il a un style un peu où il tend juste les bras, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu as noté dans ses forces, Brian? Sur Dan Hooker, bon alors... Tout d'abord, j'ai noté comme d'habitude que c'était un droitier. Ouais. Dans ses forces, dans ses particularités plutôt. Dans ses particularités, c'est quelqu'un qui se présente avec une garde basse, relativement basse et relativement longue. Donc garde longue, bras avant quasi tendu, mais qui peut être à la hauteur de la tête. Là, il a une garde basse, mais quasi au niveau de ses hanches. C'est un choix, enfin voilà, qui a des avantages, des défauts. Ceux qui ont lu le manga Hippo, ça permet aussi un peu de cacher l'arrivée du jab, tu vois, tout simplement que le démarrage du jab soit en bas. Une de grandes particularités chez lui, alors c'est pas tant dans son style, mais c'est qu'il n'a affronté quasi que des gauchers sur ses 10 derniers combats. J'ai même pas relevé ça. Donc, bon, au-delà de ça, ouais, c'est une de ses particularités sur ses combats. Tu as parlé de ses jabs. Donc, c'est des jabs très longs, très courts. Donc, il a déjà le bras relativement tendu qui part du bas et il vient à peine toucher. Il va déplacer ses épaules aussi. Il va avoir beaucoup de feintes. Donc, des feintes avec des petites frappes. On appelle ça tu vois, les blinding jabs, donc des jabs aveuglants. Mais il peut utiliser aussi du cross. Donc, il va être ici, il va tourner son épaule et juste envoyer rapidement. Des feintes de kick, des feintes de genoux. Pour moi, il a des très, très bonnes jambes. Il est grand pour la catégorie. Il est vraiment grand. Dans ses autres particularités, je pense qu'on peut noter que c'est un... Comment je pourrais appeler ça? C'est un gars qui vient pour combattre. Donc, il n'a pas forcément de plan de carrière. En tout cas, il n'en avait pas.
On lui donne un nom, il vient, il se présente. Donc son palmarès n'est pas forcément, c'est pas forcément le reflet de son réel niveau. Je sais pas si on peut parler de ça. Je pense que s'il avait un manager qui était vraiment sur un plan de carrière propre, il serait beaucoup plus encensé qu'il ne l'est actuellement, tu vois. Ouais, 100% d'accord. Il a vraiment eu une période difficile, particulièrement pendant le Covid, où il a pris des combats qu'il aurait peut-être pas dû. Puis il a changé de catégorie de poids pour aller affronter Allen, puis il est remonté. Donc il y a vraiment une période un peu noire dans sa carrière qui a aussi entaché son palmarès. Et je te rejoins, c'est quelque chose qu'on doit souligner. 24-12, ça paraît pas ouf, ça fait beaucoup de défaites, mais il fait partie de ces combattants qui sont très forts malgré beaucoup de défaites, un peu comme Charles Oliveira. Voilà, tu regardes Charles Oliveira, tu dis, ouais, le mec, il a perdu beaucoup de combats, ça reste un top 5. Ouais, même clairement. Ouais. Et voilà, après, si on regarde son palmarès, sur ses victoires, c'est pas non plus sur des gros noms, tu vois. Là, il revient de 2 victoires, la dernière, c'était en juillet 2024. Je l'ai mis dans le Tale of the Tape. Vous m'excuserez, ma mémoire aujourd'hui, elle n'est pas au top. Août 2024, ouais. Voilà, donc ça on reviendra dessus. Ouais. Pour revenir sur son style, donc comme tu l'as dit, striker, il est capable de lutter, il l'a fait même avant Arman Akparas. Je me demande s'il n'a pas pris la victoire contre Paul Felder grâce à sa lutte aussi à la fin. Je sais pas, ça remonte, hein. Ouais, ça remonte. Mais les gars, si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous quelques petits combats de Dan Hooker, c'est chouette à voir. Hein. Mais effectivement, contre Paul Felder, et puis quand tu regardes contre Poirier, le combat est relativement serré. En termes de takedown, c'est 4-1 pour Hooker. Ouais. Ce qui est pas mal hein, contre Poirier. Non, clairement. Donc Dan Hooker, il est capable un petit peu de mixer quand il en a besoin. Mais c'est vrai qu'il se présente et qu'on le considère vraiment comme un striker. Par contre, il peut étonner, il peut voler des rounds grâce à sa lutte sur des moments opportuns. Dans sa défense, tu l'as dit, elle est bonne. Alors, j'arrive plus à me rappeler quel combattant fait ça. Je me demande, peut-être que c'est lui, je sais plus. Mais une de ses défenses, quand il est mis à la cage, c'est d'aller chercher l'underhook, mais du bras opposé. Donc, on en a parlé récemment avec Jack Della Maddalena. Qui fait ça aussi. Voilà. Bon, bah voilà, c'est le combattant que je cherchais. Je suis allé chercher trop loin. Donc, en gros, normalement, on met l'underhook pour être face comme ça à 50-50. Lui, il va se placer de côté. Et en plus, il a une bonne guillotine. Donc, si la tête est placée au centre, il peut passer sur la guillotine. Il l'a fait à plusieurs reprises. Si le partenaire, l'adversaire met la tête de l'autre côté, il va travailler pour sortir et remettre de la distance ou pour prendre un underhook. Donc, ça aussi, c'est plutôt bien foutu. Ces guillotines, moi, je pense qu'il est dangereux sur les guillotines. Je pense pas qu'il ait de victoire par guillotine, mais par contre, il a beaucoup de sorties de lutte, de capacité, de possibilité de se relever en menaçant la guillotine. Et voilà, il faut avoir ça en tête. Attaquer une guillotine, certains attaquent une guillotine et puis pourraient défendre la lutte, se relever, mais s'obstinent et perdent la position. Lui, il va menacer la guillotine. L'adversaire va défendre et lui, pendant ce temps-là, il se relève. Et ce qui, moi, je trouve très, très bon, un très, très bon choix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une défense offensive, on va appeler ça comme ça. C'est une... ouais. Tu fais une menace offensive dans une optique de défendre. Ouais, tout à fait. Voilà, et donc cette particularité, par contre, comme je disais, il n'a affronté... Moi, au début, je me dis, purée, il est à l'aise quand même en garde ouverte face à des gauchers. On en a régulièrement parlé. Habituellement, les gauchers sont plus à l'aise en garde ouverte parce qu'ils ils affrontent à l'entraînement plus de droitiers. Et en fait, quand j'ai voulu retrouver un combat un peu référence face à un droitier, il a fallu bien redescendre la liste, quoi. Ouais. Je crois que c'est Chandler le dernier, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Et donc, je suis remonté, Dustin Poirier gaucher jusqu'à Paul Felder. Ouais, c'est ça. Mais t'as dû te faire plaisir quand même. C'était un chouette combat. Ouais, bien sûr, mais faut se rendre compte. Donc, c'est quelle année ça contre Paul Felder? Ça remonte. 2020, c'est le combat avant Poirier, c'est ça? 2020. Ouais, 5 ans et demi. Hein. Waouh. J'allais dire ça va encore, mais quand on est vieux, le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que 2020, il n'y a pas si longtemps, mais on est à la porte de 2026. Quoi. Bah ouais, bien sûr. et entre-temps, que des gauchers. Donc, Akparas, Makhachev, Allen, Puelles, Turner, c'est un gaucher, si je ne dis pas de bêtises, Gamrot aussi. T'imagines, ça fait... Ouais. De toute façon, ça fait 5 ans qu'il se prépare contre des gauchers. Donc voilà, ça explique cela. Là, par contre, il va affronter un droitier. Mais c'est un petit truc à souligner, je pense. Ouais, c'est très important parce qu'au final, il pourrait être surpris tout simplement. Genre, il n'a plus l'habitude. Mais bon, j'imagine qu'il sera bien préparé pour un droitier. Mais
Voilà, l'expérience récente est plus en garde ouverte qu'en garde fermée. Mais ça change beaucoup dans l'approche parce que j'arrivais pas à projeter un petit peu comment il aborderait un combat contre un droitier. Donc, avec Paul Felder, ça m'a donné quelques indications. Ok. Et en termes de défauts, on en a plus ou moins parlé. Le fait qu'il ait beaucoup de défaites, ça veut dire qu'il y a pas mal de chemins de victoire qui sont déjà élaborés. Voilà, il est un peu ouvert partout. Genre, je trouve que dans ces combats, même contre des gars qui sont pas spécialement des strikers, il va se faire connecter. Ben, on en avait parlé quand on faisait l'analyse de Gamrot contre Charles Oliveira. Il se fait connecter par Gamrot dans le premier round. Bon, après, il le connecte mieux derrière, mais ça n'empêche qu'il y avait une ouverture là. Et puis voilà, en lutte, il a déjà été dominé aussi. Donc, il y a un peu ce côté... c'est plutôt un striker, mais il est relativement complet. Son côté offensif est plutôt bien, même très bien développé. Là où ça pêche un peu, c'est plus sur l'aspect défensif, que ce soit debout, en lutte ou en grappling. Bah, ouais, et puis dans cette particularité, il est grand pour la division, il a des longs bras, donc il construit bien son offensive, il va utiliser des petites frappes pour pouvoir construire, mais par contre, il est ouvert au corps, donc il s'est fait éteindre avec les kicks, là. Barboza, c'était... attends, Barboza, il l'a allumé sur les 3 niveaux. Ouais. Au final, c'est le corps qui le plie, mais ces 3 niveaux étaient démolis. Démolis, ouais. Chandler l'a éteint avec la tête, donc voilà. Donc cette garde, elle protège, elle est intéressante en offensive, mais forcément, une fois que tu as passé la longueur de ses bras, tout est ouvert, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, on va juste en parler parce que je ne l'ai pas mis dans le tail of the tape, mais il mesure 1m83 et il a une allonge de 1m92. C'est vraiment beaucoup pour les lightweight. Comparativement ici à Arman Tsarukyan, il y a 13 cm d'écart en taille. Mais pas en allonge. 8 cm d'écart en allonge. Donc, heureusement pour Tsarukyan, il a un bon hip ratio, 1m70 pour 1m84 d'allonge, mais on est encore très loin des stats de Hooker, donc il y aura un avantage de taille pour Hooker. Parce que j'allais te dire, Tsarukyan aussi, il a des longs bras. Ouais. J'avais pas regardé les chiffres, mais en tout cas, quand tu le vois, tu sais quoi cette longueur de bras. Ah, c'est dingue. Ouais, par rapport à sa taille, c'est assez exceptionnel. Plus 14 cm. Quand tu fais 1m70, c'est un gros... Toujours... parlons-en d'ailleurs. Arman Tsarukyan, plutôt lutteur. Enfin, ceci, il y a encore quelque chose sur Dan Hooker. Je pense qu'on a fait un bon tour de son profil. Ouais, je pense. Hein. Donc, Arman Tsarukyan, c'est un lutteur grappleur. Alors, son pied-point est plutôt pas mal, je trouve. Il y a un bon jab. Il est souple des jambes. La jambe avant particulièrement. Il envoie bien son middle kick en droitier avec sa jambe gauche, son high kick aussi. Sa force, c'est dans sa lutte et son top control. Je pense qu'on peut aussi parler de la similitude sur le placement du bras avant entre Dan Hooker et Arman Tsarukyan. Tsarukyan, c'est peut-être plus haut, mais c'est très avancé aussi. Il a fort souvent le bras tendu. Tu as assez souvent parlé de cette garde. C'est presque le stiff arm, quoi, garde longue. Donc ici, ça va être assez intéressant parce que c'est en garde fermée, voir à quel point leurs mains vont se croiser ou ce que ça va donner entre deux gardes assez similaires. Mais on n'a pas parlé offensivement. On parle souvent défensivement de l'avantage et l'inconvénient de cette main longue. Offensivement, il y a moins de trajets à parcourir. Et ça, Dan Hooker, c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup, parce que quand tu as fait le mouvement de Dan Hooker qui utilise son bras arrière, tu as bien montré qu'il avance d'abord son épaule pour que son bras soit plus proche, et après il tend son bras. Donc, comme ça doit parcourir moins de distance, ça met moins de temps à arriver, ça donne moins de temps de réaction à l'adversaire. Ouais, exactement. Je pense que toi, tu as plutôt bien décrit, parce que c'est à peu près ce que j'ai noté. Donc, il faut vraiment garder en tête que c'est un lutteur grappleur, plus lutteur que grappleur quand même, même si c'est pas non plus lutteur de formation. Je sais pas quelle formation il a, ce type-là. Ah bah, tu sais quoi, c'est une super bonne question. Je voulais la regarder, et puis le temps est passé. Mais... Écoute, c'est supposé être mon taf, ça. Qu'est-ce qu'on a dans son topologie background? Ah, tiens, ça, je savais même pas, tu vois. Il est arménien, mais il a d'abord vécu en Géorgie, proche de la frontière arménienne. Ah oui, ah non, peut-être que je confonds. Donc on dit que son père est très riche, voilà, ok, très bien. Freestyle wrestling. Ouais, et hockey sur glace. Ça explique. Donc c'est un lutteur hockeyeur. C'est pour ça que comme ça, je vous disais, il venait pas du grappling, il venait pas réellement de la lutte. Écoute, moi je te rejoins. Donc cette longue garde, ça lui permet de pouvoir mettre des jabs. Il a des bons jabs. Bien évidemment, vu que tu as beaucoup moins de chemin à parcourir, tu touches, mais tu as moins de puissance.
Moi, je trouve que c'est un très très bon choix sur les jabs, plutôt que de partir sur une garde collée et d'avoir 2 fois plus de chemin à faire. C'est beaucoup plus visible, beaucoup plus contrable. La longue garde, ça reste quand même un système assez défensif, surtout quand tu recules beaucoup, quand tu fais des retraits. Et ça, peut-être, on peut le rajouter sur Arman, c'est une force. Tu l'as dit, il a une très bonne défense. Ça peut être une faiblesse, parce que de l'autre côté, Dan Hooker aussi fait beaucoup de retraits, mais il s'est fait éteindre sur le shift de Michael Chandler. Donc, il va beaucoup reculer toujours sur la droite, ce qu'on recommande face à des gauchers, droitiers, non? Ah, sur la droite de l'adversaire ou sa propre droite? Sur ta propre droite, tu sors sur la gauche. Ce Oui, qu'on recommande habituellement, gauchers, tu vois, de sortir sur sa propre droite, donc sur la gauche de l'adversaire. Ouais. Sauf qu'en MMA, il y a les shifts et il y a les changements de garde, et c'est pas forcément conseillé de le faire trop de fois. Donc ça encore, c'est une particularité entre Arman et Dan. Longue garde, relativement bonne défense. Ils viennent avec ce que tu as dit, le stiff arm, donc le bras tendu. Ils reculent. Ça reste comme toute garde, comme tout système défensif, si tu le fais un peu trop de fois, ou si ça a été un petit peu étudié, il y a une faiblesse. Il y a forcément une faiblesse sur toutes les gardes qui existent. Elle peut être exploitable. La longe, on en a parlé. Les jambes qui sont souples, on en a parlé. Par contre, entre les deux, alors clairement, Arman a une très bonne souplesse. Par contre, je trouve que quand il kick, il utilise peu sa cuisse, pour pouvoir rajouter de la puissance. Je trouve pas si puissant que ça. C'est un peu le problème des gars qui sont souples, c'est qu'ils envoient leurs jambes un peu droites comme ça, tu vois. Alors que ceux qui vont... C'est l'impulsion qui part du sol qui donne toute la puissance, il n'y a pas de... Voilà. Ouais, ok. Le muscle de la jambe n'ajoute rien. Ouais. Alors que sur quelqu'un qui est un peu plus raide, il va lancer sa jambe et finir l'extension avec son quadriceps pour frapper. Et c'est là où tu gagnes un petit peu plus de puissance. Un qui faisait ça bien, parce que... tant qu'on en parle, c'est Whittaker. Non, Whittaker, je le trouve très très souple des hanches, mais il avait vraiment ce mouvement tout à la fin où il rajoute de la puissance avec son quadriceps. Ouais. Le KO contre Jacare, ça illustre très très bien ça. Ah bah ouais, tu vois, là ça m'a fait un flash. Il a cette jambe qui est fermée comme ça, qui monte et paf, il vient tendre à la fin. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça exactement. Malgré qu'il soit souple des hanches, donc il a vraiment travaillé techniquement ça, mais il vient du karaté, donc je pense que ça travaille un peu ça, les kicks au karaté, de rajouter ce petit mouvement. Ouais, ça dépend le style de karaté, mais en tout cas, ça c'est vraiment un aspect technique sur lequel il faut travailler pour pouvoir ajouter de la puissance. Et je pense qu'Arman, c'est un petit peu ce qui lui manque. Pour revenir sur ce que j'ai noté sur lui, en lutte, il est capable d'attaquer à longue distance, donc directement son double leg. Il est capable d'attaquer de manière réactive. Il va chercher le body lock quand il est à la cage. Ouais, il est bon, mais pour moi, il manque un petit peu encore d'enchaînement dans sa lutte, tu vois. Ouais, je trouve aussi qu'il est très, très... Le mot que tu as utilisé, j'aime bien, réactif. Je trouve qu'il est très bon pour mettre au sol sur un kick. Et ça sera important dans ce combat-ci, je trouve, parce que Dan Hooker a été mis au sol plusieurs fois par Gamrot à la suite d'un de ses kicks envoyés. Donc, il va devoir être très attentif à ça. Et effectivement, quand je regardais à nouveau Tsarukyan hier, il est très bon pour la première mise au sol. Si la première ne passe pas, le chaining, c'est pas, il fait pas partie des meilleurs en chaining. Voilà. Je vais pas critiquer de dingue non plus son chaining. Il est capable. Il fait pas partie de la catégorie des Ousmane, Kamaru, Ousmane, Islam Makhachev, pour prendre un exemple du week-end qui vient de passer. Donc voilà, si ça passe pas au premier, mais ça passe souvent au premier parce qu'il a une très bonne réactivité, très bonne explosivité, très bonne vitesse et bon niveau tout simplement. Il y a plus facilement moyen de défendre une fois que tu as passé la première ligne. Voilà. Et puis après, au sol, je trouve que son jeu, c'est plutôt le contrôle, les frappes, on l'a pas vu aller chercher je sais pas si on l'a vu beaucoup de fois aller chercher des soumissions. Je pense non, mais justement, on en parlera plus tard pour une raison particulière. Mais à l'UFC, il n'y a pas de victoire par soumission. Et au final, quand tu regardes dans sa carrière, c'est 5, je pense. 5 victoires sur 22 par soumission. Et tout remonte à ses débuts, quoi. Il a commencé sa carrière avec 4 soumissions. Et donc, ça veut dire qu'il en a mis qu'une par la suite de sa carrière que je retrouve même pas. Attends, qu'est-ce que je raconte? Ah non, pardon, il y avait une pub Tapologie, donc je pensais que c'était là ses débuts. Non, donc quand il était à 4-1, il a enchaîné 4 soumissions. Et sa première, ça doit être le win qui n'est pas référencé sur la méthode.
Donc, toutes les soumissions sont dans, dans ces 10 premiers combats pro. Ouais, bah ça explique aussi que il monte de niveau et il est obligé d'adapter son style, plus avec du contrôle, avec des frappes. Par contre, il a des TKO. Hein. Oui, des tu prends son finishes une combat fois contre, comment il s'appelle, Joel Alvarez. C'était typiquement mettre au sol, tuer dans l'œuf à chaque fois qu'il y avait une pré-tentative de soumission et punir la tentative de soumission avec un coude jusqu'au moment où l'arbitre... c'était un arrêt du médecin, non? Non, c'était un TKO, mais il avait salement ouvert, quoi. Salement ouvert. Ouais, il a un bon ground and pound. Contre Joaquim Silva aussi, il gagne par ground and pound. Donc voilà, récemment, il montre qu'il est capable de gagner au sol avec des frappes. Factor X? Le synchrone, pour moi, le gros Factor X, c'est ça. Ouais, moi j'en ai... Pour moi, il y a un double Factor X, donc on peut le mettre de côté, mais il faut quand même en parler. Tsarukyan devait combattre Makhachev en janvier. Il se blesse au dos pendant la Fight Week. Donc sa dernière sortie remonte à l'UFC 300, ça en avril 2024. Donc ça fait quand même long. Alors, il a été actif en grappling avec 3 victoires entre mai et septembre sur 3 sorties et il gagne 2 fois par soumission. Dan Hooker, lui, c'est à la main qu'il a été blessé. Son dernier combat remonte à Gamrot, c'était en août 2024, on en a déjà parlé. Il devait prendre Justin Gaethje en mars, mais ça a été annulé suite à sa blessure à la main. Donc on a un peu un parcours similaire dans le sens où leur dernier combat remonte à il y a très longtemps. Entre-temps, il devait être sur une carte cette année, mais tous les deux, ce sont eux qui se sont retirés de leur combat pour blessure. Donc voilà, il n'y a pas de conclusion réellement à tirer parce que ça touche les deux, mais ça mérite d'être souligné dans ce combat-ci. C'est dingue parce qu'en plus, c'est vraiment des blessures, bas du dos pour le lutteur et blessures à la main pour le striker. J'avoue. C'est intéressant. Dan Hooker, blague à part, c'est pas la première fois du tout qu'il se blesse à la main. Ouais, c'est parce que je pense qu'il porte des mauvais gants à l'entraînement. On devrait lui envoyer des gants brutales. Ouais, par contre, il va pas les utiliser. Attends, si. C'est quoi son truc qu'il fait dans son jardin là ou dans un jardin je sais pas. En gros, il fait des combats de 1 minute avec, je sais pas, tu vois, les tournois sur un jour, des combats de 1 minute. Backyard comme ça, quelque chose comme ça. Backyard à l'ancienne, quoi. Ça me dérange pas encore trop parce qu'il y a des gants et tout ça, c'est pas le King of the Street non plus, quoi. Mais ça lui va bien de faire ça. Ça lui va vraiment bien de faire ça à sa personnalité et tout. Ouais, je pense. Ok. Donc, en termes de stratégie, on a vu Hooker battre Gamrot dans sa dernière sortie. Est-ce que c'est quelque chose qui nous indique qu'il est capable de battre un profil comme Tsarukyan, ou bien Tsarukyan et Gamrot, c'est trop différent, il faut pas trop les comparer? Ah bah non, moi je pense que... alors, bien évidemment, comparer, c'est toujours rapide, mais on a un profil lutteur-grappleur en Gamrot, et on a eu un Dan Hooker qui a été capable de pouvoir, sur 3 rounds, c'est ça, pour moi, vraiment la grande force sur ce combat-là pour Dan Hooker, mais de défendre suffisamment et de faire suffisamment de dommages debout pour pouvoir l'emporter. C'était décision partagée ou quoi? Partagée ou quoi? En voyant le combat, j'ai pas de décision partagée de mon côté. Pour moi, je voyais Dan Hooker. Ouais. On en avait parlé quand on faisait l'analyse de Gamrot contre Charles Oliveira. On était tous les deux alignés sur le fait que le scoring doit être 29-28 pour Hooker. Voilà. Donc, oui, par contre, clairement, je pense que Arman, c'est une étape au-dessus, c'est un niveau au-dessus en termes de lutte, en termes de stratégie. Mais par contre, voilà, Dan Hooker aura 2 rounds de plus pour pouvoir, si nécessaire, faire la différence. Ouais, s'il arrive déjà, enfin, s'il n'est pas finalisé avant, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dan Hooker doit trouver son blueprint à lui, parce que les 2 défaites de Tsarukyan à l'UFC, c'est Gamrot et Makhachev. Hooker, selon moi, n'a pas les compétences de rééditer ce que Gamrot et Makhachev ont fait, donc il doit vraiment trouver son chemin vers la victoire, et je pense que tu as un peu mis le doigt dessus, c'est créer suffisamment de dégâts tant que c'est debout, pour compenser ce qui risque de se passer quand lui sera sur son dos, parce qu'a priori, il va s'y retrouver. Donc voilà, moi, les 3 éléments pour vraiment faire du dégât debout, c'était être celui qui pousse l'action, donc essayer d'avoir Tsarukyan sur son pied arrière, bien menacer les genoux dans l'axe, et le travail au corps, ça aide quand elle est main basse, mais je trouve que Dan Hooker fait un très bon travail au corps, que ce soit avec ses front kicks, ses stab kicks, ses crochets au corps, qu'il a bien utilisé dans plusieurs combats. Ça permet potentiellement de déjà avoir des underhooks si ça shoot en lutte en même temps. Et voilà, il essaie de garder ce volume, mais il le fait bien, tu vois, c'est garder ce volume sans trop exposer ses hanches. Et je pense qu'il a un style qui peut être assez intéressant dans ce combat-ci. Ah ouais, moi je pense sincèrement que c'est un combat très intéressant pour les deux.
Mais Dan Hooker, je pense que... Alors, comme je le disais, quand il est face à un droitier, il utilise très, très bien son jab. Il l'avait fait contre Paul Felder, donc il va... voilà, c'est pile poil dans l'axe. C'est pour ça aussi qu'il utilisait beaucoup le bras arrière, où il le passait son bras arrière en jab, parce qu'il est plus accessible en garde ouverte. Donc, si tu fasses un gaucher, ton jab est dans l'axe du bras adverse. Et donc, souvent, tu vas envoyer ton 2, donc ton bras arrière, pour pouvoir toucher, mais tu peux aussi l'utiliser comme un jab, tu vois, au lieu de changer de garde. Mais bon. Là, sur Paul Felder, hop, ici, il touche très bien et il garde à distance avec le jab. Moi, je pense que sincèrement, clairement, Dan Hooker doit travailler avec ce jab et défendre par contre les jabs de Tsarukyan, parce qu'on en a parlé, Tsarukyan a un bon jab aussi, il a des longs bras et Dan Hooker n'a pas le meilleur système défensif, quoi. Il en prend aussi des jabs dans le nez. Donc, c'est clair. Donc, il devra... c'est fort possible qu'on ait une sorte on ait une sorte de guerre de jab qui se passe, tu vois. De celui qui sera un peu plus performant. Je vois Dan Hooker être un peu au-dessus, notamment il a plus d'allonge, plus d'expérience debout aussi, une musculature, enfin une musculature entre guillemets un peu plus endurante sur ce genre d'effort qu'un lutteur. En tout cas, c'est ce qui est censé être. Hein. Voilà. Et puis tu en as parlé, les kicks, les feintes de genoux, les front kicks, tout ce qui va se passer, qui peut inquiéter, qui peut faire douter à Arman à casser la distance, ne pas exposer ses hanches. Là, on est sur le game plan. Et puis, je pense qu'il doit clairement travailler sur son système défensif. J'aime beaucoup le travail qu'il a fait avec cet underhook inversé. Je pense que ça pourrait être efficace. Mais il doit le travailler de manière un peu plus complète. Parce que là, il partait comme ça et puis décalait ses hanches pour pouvoir sortir, mais avec pas de suite. Donc, il y a des choses qui existent. Je vais le faire ici. Donc, le gars attaque, tu viens placer tes 2 underhooks sous un seul bras, tu vois, ici. Le gars, il se dit, je vais pouvoir prendre le dos. Il se tourne vers le dos, tu mets ton underhook, hop, tu fermes. Et plutôt que de te retrouver coincé, tu repasses à l'intérieur et tu vas mettre ton frame de ce côté-là. Et là, tu fais ton pas chassé pour sortir. Et t'as un bon angle. Ça a été très clair malgré la petite caméra. Ouais, ça a été clair. Ouais, ça marche super bien. Ça marche super bien. Parce que peut-être un peu moins clair pour ceux qui sont juste sur Spotify. Mais donc, si vous voulez voir ce que Brian a montré en visu, venez nous rejoindre sur YouTube. Ça marche super bien parce que tu travailles aussi sur un adversaire donc, qui attaque, qui a une porte ouverte sur le dos, donc tu vois, t'as juste 2 bras et tout, donc tu dis c'est parti, j'y vais. Et au moment où tu y vas, t'as un peu d'espace, hop, t'as le bras qui est pris, tu te retrouves dans un underhook. Peut-être que t'as envie de faire un pumming ou surtout de replacer ton axe parce que tu partais dans le dos, tu veux te replacer devant. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec un bras. Ici, quand tu essayes d'aller, t'es coincé. Ouais, en plus, si tu fais un pumming, tu offres le frame, enfin, tu offres le chemin vers le frame. Et si tu te replaces aussi en soi, donc. Ouais. Donc, tous ces systèmes défensifs, je pense sincèrement que Dan Hooker doit se concentrer là-dessus. Et puis, le dernier point, je pense sincèrement qu'il doit survivre au premier et deuxième round sans prendre trop de dégâts. Donc, peut-être, s'il se retrouve de dos au sol, de tirer la garde, d'aller chercher un overhook, d'aller chercher à accrocher le bras, tenir la tête, mettre des coups de talon pourris, là, tu vois, dans les cuisses, et trucs qui servent un peu à rien, comme ça, mais voilà, bloquer, laisser se fatiguer. Alors, regarder l'arbitre de manière assez insistante pour qu'il relève, tu vois, ce genre de conneries. Et par contre, commencer à dérouler au 4e, 5e round. Quand tu vois ce qu'il a pu faire dans la fatigue face aux Polonais, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait, tu vois. Ouais, et tu parles de sa garde. Moi, contre Gamrot, j'ai trouvé sa garde assez intéressante, tu vois, défensivement, où il vient à la fois bien contrôler le haut du corps en termes de distance, donc tu dis le overhook, la nuque, pour vraiment limiter l'espace qu'a Gamrot pour pouvoir produire des frappes. Et au niveau des hanches, il fermait pas spécialement la garde. Il avait une jambe qui passait derrière le dos, l'autre pied qui était sur la hanche pour mettre un peu de pression. Ça peut créer de l'inconfort chez l'adversaire, donc chez Gamrot. Et ici, s'il le fait contre Tsarukyan, ça pourrait créer de l'inconfort et forcer un peu cet adversaire à plus essayer de repositionner ses hanches, essayer de libérer ses bras, libérer la tête. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de frappe. Et donc, effectivement, si tu regardes avec insistance l'arbitre, qui sera probablement pas Jason Herzog, parce que ça fait 2 événements qu'on ne l'a pas vu. On a des questions. Voilà, ça pourrait amener à se relever, à gagner 15, 20, 30 secondes sur les séquences au sol, quoi. Et puis on a rapidement parlé, il doit travailler aussi sur ses guillotines. Donc, je pense qu'il peut faire comme Prates, de prendre l'image de son adversaire et de la mettre en fond d'écran de son téléphone, tu vois.
tu vois. Mais tu prends la tête de Arman Tsarukyan quand il est dans la guillotine comme ça, tu vois. Ouais, quand il est dans le Charles Charles Oliveira Oliveira, tire tu dessus. prends juste sa tête quand il est en train de souffrir, là, tu la mets sur ton fond d'écran. Comme ça, tous les jours, tu bosses un peu plus ta guillotine. Je pense que voilà, je pense qu'il y a des choses à faire avec cette guillotine, soit pour défendre, soit pour finir ce que n'a pas été capable de faire Charles Oliveira, mais il était vraiment pas loin. Ouais, il était pas loin, je pense. Attends, c'est pas à ce combat-là où il y a une histoire de short aussi? Genre, Tsarukyan, oui, son short. pour sortir, il a sorti son... C'est une sortie classique. C'est une sortie classique. C'est une sortie classique. Ça me fait rire parce que il y a longtemps, il y a longtemps même. J'ai fait bosser cette sortie-là à des élèves, à un élève qui s'appelait Julien, et il s'était retrouvé, c'était un combat en Hollande dans cette guillotine. Et il était dans la guillotine et donc j'étais dans le coin et j'ai dit tu sais comment sortir, on l'avait bossé, tu vois. Et donc il met ses 2 mains sur les jambes et puis il sort, il se retrouve en caleçon et il fait une Derrick Lewis, tu peux appeler ça une Derrick Lewis, tu vois. Il sort des jambes de la guillotine, il sort de la guillotine, mais il est en calvette, quoi, donc il a dû remettre. Mais c'est une classique pour sortir de la guillotine, mais bon, tu perds pas ton slip, mais ton short, ouais, tu perds ton short après, voilà. L'arbitre, j'imagine qu'il met un petit break et il te permet de remettre ton short, quoi. La règle d'or pour Tsarukyan devrait être d'approcher le combat comme une opposition de style. Cependant, je pense que c'est important de souligner que la plupart des défaites de Hooker sont plutôt contre des gars qui lui ont fait un travail debout. Allen, Chandler, Poirier, Barboza, Yair Rodriguez. Au final, sur le run récent des 6-7 dernières années, il y a un seul grappleur qui a battu Hooker, c'est Makhachev. Bon, alors malgré la stat que c'est plus des strikers qui vont battre Hooker, je pense que Tsarukyan a plus de chances de reproduire ce qu'a fait Makhachev, en moins bien, plutôt que faire ce qu'un des strikers que j'ai cité ici. C'est fou, hein. C'est-à-dire que là, on est sur une opposition de style. Le striker se fait battre par des strikers, le grappleur par des grappleurs. Tu vois. C'est ouf, hein. Ouais, c'est vrai en fait. Et ça rajoute peut-être un peu d'intrigue au combat. Je t'avoue que hier, quand je faisais mes notes, j'étais là, je fais... Mais je sais pas si je suis tant hype que ça par le fight, mais là, plus j'en parle avec toi, donc merci à toi, plus je suis hype, notamment avec les petits trucs qu'on vient de trouver là. Écoute, moi je suis plutôt hypé comme ça sur seule chose, c'est Dan Hooker, quoi. J'espère sincèrement qu'il est dans une bonne dynamique, tu vois. J'espère sincèrement que c'est terminé les combats ou je pense qu'il l'est, hein. Je pense qu'il l'est parce qu'il avait dit dans une interview et j'avais assez bien aimé ça. C'est il avait dit la dernière fois que je suis monté vers le top 5, j'ai fait n'importe quoi en acceptant n'importe qui alors que je n'étais pas super bien préparé et c'était une vraie erreur. Ici, maintenant que je suis de nouveau dans le top 5, je veux regarder de l'avant. Et je pense que c'est pour ça, à chaque fois, tu sais, à un moment, on citait BSD contre Hooker et je disais chaque fois, non, ça va pas se faire. Hooker, il va plus regarder derrière lui. Et force est de constater qu'il regarde vers l'avant. Alors, est-ce que c'est un bon match-up pour lui? On en parlera au moment des sponsors. Non, selon les codes de Paris, c'était pas le combat accepté. Mais je crois que ça montre quand même son état d'esprit voilà, il veut faire un vrai run pour le titre. Et c'est un peu le profil comme Justin Gaethje à l'époque, tu vois. Gaethje, il est venu pour performer. Puis il a dit à Trevor Whitman, je veux être champion. Et on a vu un petit déclic dans son jeu. Et je crois que Dan Hooker a fait un peu le même trajet mental. Écoute, j'espère grandement. En tout cas, si c'est ça, clairement, c'est un très très bon combat. Clairement, ça va être très très intéressant. Et comme avec quand on a eu Dan Hooker Gamrot, où tout le monde disait bon, ça va être facile pour Gamrot, il va le mettre au sol, mais ça n'a pas été le cas. Et moi, j'espère en tout cas avoir ce type de combat parce que c'était un combat qui m'avait bien régalé, tu vois. Et Dan Hooker, s'il est bien préparé face à des bons challenges, voilà, c'est une vraie opposition, c'est des vrais combats, des vraies guerres. Par contre, effectivement, voilà, son palmarès peut nous faire douter aussi des fois de ses performances dans le sens où, clairement, en fait, si tu fais une analyse sur sa période noire, t'as pas l'impression que c'est un gars qui va passer le top 8 d'une division. Clairement. Mais quand tu regardes ses meilleurs combats, t'es là, tu fais OK, le gars, c'est chaud à prendre, quoi. Et on n'en a pas parlé quand on l'a décrit, mais son menton aussi, hein. Menton et mental, il fait partie de ces gars-là. Donc voilà, définition BMF. Revenons un peu sur la stratégie de Tsarukyan. Voilà, moi je reste quand même là-dessus, même si il y a des ouvertures debout. Je crois quand même que par rapport au profil de Tsarukyan, il doit rester sur ses forces, il doit rester sur cette volonté de mettre au sol et de travailler au sol. Écoute, moi
Pareil, je suis plutôt sur ce game plan de se dire, voilà, c'est une opposition de style. Arman, tu seras meilleur en lutte, tu seras meilleur au sol, tu vas l'emporter comme ça. Par contre, effectivement, je pense que l'approche d'Islam Makhachev de ce week-end, elle pourrait être reproduite. Donc, debout, montrer que tu es là, etc. Voilà, que tu viens pour boxer, tu vois, et puis au bout d'une minute, shooter, mettre au sol, etc. J'ai trouvé cette stratégie très, 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 très bonne, dans le sens où, bah, voilà, t'as que 3 minutes, entre guillemets, de contrôle à faire, parce que c'est clair que sur les 20 dernières secondes, souvent, il était un peu moins dans le contrôle, donc on avait vu JDM se relever, je vais pas dire facilement, mais plus facilement sur les 20 dernières secondes. Mais au final, il avait que 3 minutes de contrôle à faire, 3 minutes de travail au sol, donc c'était pas trop épuisant. Donc moi, j'avais noté sur le game plan, tenir à distance, avec ses armes, etc. Trouver une ouverture pour mettre au sol, fatigué, en cherchant à aller vers la soumission, en cherchant à aller vers le TKO, se méfier des guillotines, bien évidemment. Et voilà, à partir du 2e, 3e, continuer ce travail de sap, continuer, peut-être trouver une ouverture avec un TKO. J'aimerais voir, en tout cas Arman, si ses objectifs sont suffisamment hauts, j'aimerais le voir finir ce combat-là en ayant développé un peu soit un nouveau système pour prendre le dos ou pour prendre une monte assez autoritaire et finir très fort, tu vois. Mais oui, je pense qu'il faut qu'il fasse un petit peu oublier son dernier combat. Tout à fait. Et en plus de ça, je pense que tu as mis le doigt dessus. Maintenir la distance, ça peut paraître bizarre pour le plus petit, mais si tu imposes un peu un combat au kicking range, ça veut dire que tu vas forcer Dan Hooker à envoyer plus de kicks que de points. Et je pense que Dan Hooker, c'est plus facile de l'amener au sol sur un kick qu'en entrant sur un de ses jabs, par exemple. Ouais. Ah oui, et donc, oui. si tu forces Hooker à envoyer plus ses jambes, ça te donne plus d'ouverture pour aller le mettre au sol. Et donc, j'aime bien ce côté. C'est pas parce que tu es en désavantage de taille et en déficit d'allonge que tu dois pas toi-même maintenir la distance un peu all the way out. Et en fait, c'est quand Dan Hooker attaque que tu vas all the way in. Ouais, je pense. Bah, je pense que c'est un petit peu ce qu'a fait Islam ce week-end aussi. Hein. Islam, c'était clairement... je pense pas que l'intention d'Islam, c'était de forcer JDM à envoyer beaucoup de kicks. C'était plus d'envoyer ses jabs de loin. Ouais. Et plus tu es loin pour envoyer ton jab, plus tu dois faire un gros step. Plus tu fais un gros step, plus il y a de poids sur cette jambe avant. Et plus il y a de poids sur cette jambe avant, plus le contre avec un low kick est facile. Et je pense que Islam a très très bien exploité ça. Ouais, voilà. Hein, quand on dit tenir à distance, c'est le mec essaye de faire un pas en avant, tu casses ce pas-là. Donc le gars, il est un peu moins motivé pour entrer. Tu mets des kicks, des front kicks, des frappes, des jabs de loin et tout. Tu le gardes à distance de frappe. Ouais. Tu le gardes à distance de frappe. Il ose moins entrer, et puis à un moment donné, il va surengager. C'est le moment où tu peux être en réactivité pour prendre le takedown. Passons aux pronos qui vous sont présentés par notre sponsor Unibet.fr. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Rejoins-nous uniquement si c'est pour t'amuser. Et une approche ludique, le fun n'a pas de limite. Ton portefeuille en a une. Sois responsable, sois en âge, et vois ça comme une opportunité de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Tu remplis les conditions, alors profite d'un bonus lors de ton inscription avec le lien en description. Alors, selon Unibet.fr, il n'y a pas de débat possible. Tsarukyan devrait l'emporter haut la main puisqu'il est donné favori à 1,15 avec une cote à 4,7 pour Hooker. On est entre le 80-20 et le 85-15. Je crois que selon notre discussion, on pourrait peut-être trouver ça légèrement trop sévère. Ah ouais, bah attends, quand tu vois les cotes du week-end dernier... autant moi j'avais pas trop d'inquiétude pour Makhachev JDM, je voyais Makhachev vraiment large. Autant sur ce combat-là, synchrone. Écoute, moi il y a un vrai scénario. Hein. Ouais, et de l'autre côté, moi c'est à cause du week-end passé, je me suis dit ok, j'ai de nouveau surestimé le striker par rapport au grappleur. Donc maintenant, je vais me taire, je vais dire ok, c'est bon. Ouais, mais c'est pas le même niveau de grappling et de lutte quand même. Non, vraiment et pas. Puis là, honnêtement, j'ai pas fait mon débrief sur Makhachev, mais c'est stratosphérique. Hein, je sais pas comment un humain peut atteindre un tel niveau en MMA, tout simplement. Vous savez à quel point je suis un grand fan d'Islam, mais il faut aussi. Enfin voilà, j'en ai parlé. Pour moi, Jack,
le scrambling, c'est bien, mais il faut savoir le faire contre des vrais lutteurs, tu vois. Ouais, donc, mais justement, moi j'ai été impressionné à quel point Islam a eu une grande facilité. Ah ouais, mais en fait, c'est ça, c'est à quel niveau tu dois avoir pour avoir autant de facilité et pour être le seul à avoir eu autant de facilité contre contre Jack Della Maddalena. Mais moi, je pense sincèrement que Jack Della Maddalena, il était surcoté. Sa victoire contre Belal Muhammad, enfin voilà, c'est un très très bon boxeur, très beau à regarder, mais il faut reprendre un petit peu son palmarès, quoi. À Fès, c'était ultra compliqué. La plupart l'ont vu perdre. Belal, il a fait n'importe quoi. Ça, c'est clair. Il a fait et puis le combat d'avant sur Burns. Il était en train de perdre son combat, tu vois. Enfin, dans tous les cas, sur ce combat-là, je vois un Dan Hooker plus compétent dans sa capacité à défendre la lutte, etc., qu'un Jack Della Maddalena. Ouais. Et je vois un Arman Tsarukyan moins compétent qu'Islam à conserver le combat, à évoluer, à créer du danger, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi les cotes, 1,15 le week-end dernier m'aurait semblé plus logique que ce week-end, tu vois. En fait, tu aurais inversé les cotes. Ouais, je vois beaucoup plus de chemin pour Dan Hooker, pour pouvoir se relever, pour pouvoir être dangereux, pour pouvoir finaliser ce combat-là, que j'en voyais pour Jack Della Maddalena. Ce qui est de sûr, c'est que le combat entre Islam et JDM ressemblait à un combat où on aurait pu donner une cote 1,15 contre 4,70. Et je ne sais plus exactement à quoi étaient les cotes de Islam et JDM. C'était 3, ce combat-ci. 1,35 et 3. Hein. Ouais, c'était 3,10. Et donc, on était plus sur un 65-35. Et voilà, un 65-35 ici serait peut-être plus juste selon toi? Ouais. Oui, alors clairement, ça aurait pu être des cotes si c'était un 3 x 5 minutes. Mais je reste persuadé que sur un 5 x 5, ça avantage régulièrement le striker. Ouais, ça va, tu le dis souvent. Et voilà, on pouvait être... on peut pas avoir la vision courte aussi. Donc, ce week-end dernier, le grappleur a surpassé le striker, mais il y a trois week-ends, c'était l'inverse, tu vois, avec Jordan Zebo, qui revenait à partir du 4e round. Et sa stratégie, c'était ça. Ouais. Donc, ouais, c'est pas genre la stratégie que tu dis le lendemain. C'est la stratégie, ça avait été enregistré en amont, tu vois. Bah après, tu dis ça, mais le week-end passé, Islam, ça aurait été encore plus facile ça aurait pas été plus difficile sur 3 rounds que sur 5. De quoi? Tu vois, donc là, la logique, c'est que tu avantages un tout petit peu plus, le pourcentage va un tout petit peu plus du côté du striker quand c'est sur 5 rounds plutôt que 3 rounds. Mais pour moi, Islam contre JDM, il ne faut même pas prendre c'est pas une référence puisque le 4 et 5 ont été exactement comme le 1, 2, 3. Donc, si ça avait été en 3 rounds ou en 5 rounds, c'était tout aussi facile pour ça reste toujours quelque chose où tu as plus de temps ou que tu vas... T'as quand même 2 rounds supplémentaires où tu commences debout. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pendant le live, pendant le combat en live, à chaque fois, tu dis, après, à la fin du 3e, tu dis, JDM, il doit finaliser, il doit prendre des risques. Donc, il y a un monde où il prend un risque et ça paye. Bien sûr. Il n'a pas pris de risque et ça n'a pas payé du tout. Tu as presque 2 fois plus de chances, entre guillemets, sur un 5 rounds parce que tu as non pas 3 fois où on te met debout pour pouvoir boxer, mais 5 fois où on te remet debout pour pouvoir boxer, tu vois. Où tu démarres debout, en tout cas. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, la cote, je la trouve très, très, très étonnante, entre guillemets. Et Dan Hooker, voilà, ça me dérangerait pas qu'il crée la surprise. Ça me dérange, Ah ouais, clairement. Hein. Mais justement... Pour le futur de la KT, pour plein de choses. Ouais, parlons prono et comme ça, je crois que les préférences seront un meilleur débat que le pronostic. Moi, par contre, j'ai un pronostic assez... pas bizarre, mais où je me mouille un tout petit peu. Je me positionne du côté du favori, mais par soumission. Chose qu'il n'a plus fait depuis très longtemps. Ah, bien. Et je vais dire pourquoi. Parce que justement, il a enchaîné 3 combats de grappling. Et il a soumis notamment Pitbull et Ben Anderson. Donc,
Je sais pas, je me dis que comme il a préparé 3 combats de grappling récemment, donc entre mai et septembre, il en a eu 3, il a peut-être un peu travaillé ce côté agressif ou recherche de soumission, et ça va peut-être se traduire dans un combat de MMA. Et voilà, la dernière défaite de Dan Hooker avant la limite, c'était contre... Ah non. Mais bon, il s'est fait soumettre déjà par Makhachev, donc voilà. Et je crois qu'il a 3 défaites par soumission dans sa carrière, donc il y a des ouvertures sur les soumissions sur Dan Hooker, donc voilà, je me mouille sur le chemin de victoire pour Tsarukyan. Bah écoute, je vais pas te dire que j'aime pas ce scénario-là, parce que j'en ai parlé, c'est vraiment les choses que j'aimerais. S'il a des objectifs assez hauts, c'est de faire évoluer son jeu, d'aller chercher des finishes. S'il a amélioré son jeu de soumission, clairement, ça sera un truc moi, qui m'intéresserait grandement. Hein. Ouais. Sur le scénario, ce seraient les 2 scénarios qui me plairaient beaucoup. Donc un Tsarukyan qui vient pour finir, qui montre qu'il a bossé sur son grappling, ou en tout cas sur une évolution dans son jeu au sol, de mettre au sol, de passer la garde, de prendre une monte, d'être agressif, d'imposer un finish ou de finir avec une soumission. Et sinon, ce que j'aimerais, c'est un scénario où on voit un Dan Hooker qui survit, un Dan Hooker qui travaille, qui va au mental, qui va chercher loin et qui revient dans le 4e, 5e et voilà, hein, qui l'emporte. Une décision, je sais pas, je suis pas sûr, mais ouais, j'aimerais bien le voir remporter. Pas pour une course au titre, clairement pas. Plus pour BMF? Hooker contre Holloway, ça te tente aussi? Oui, ouais, clairement. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Charles Oliveira, mais honnêtement, Hooker qui gagne ici, j'ai une préférence Hooker-Holloway que Holloway-Oliveira, personnellement. Ça m'intéresse un tout petit peu plus. Après, c'est pas trop grave, parce que Hooker contre Gaethje ne me dérangerait pas non plus. C'est ce qui était prévu en mai. Le combat m'intéressait beaucoup. Donc, finalement, s'ils font Holloway contre Charles Oliveira, il n'y a pas de porte fermée à avoir un Hooker contre Gaethje, ce qui me plairait bien. Et voilà, si maintenant on a Topuria contre Makhachev, une victoire de Tsarukyan ne me déplairait pas s'il prend Pimblet derrière, par exemple. Ouais. Donc pour moi, en termes de préférence, j'en ai pas spécialement par rapport à la suite de la division, parce qu'il y a beaucoup de bons choix à faire. Tsarukyan, s'il est très très convaincant et qu'on n'a pas Ilia Topuria contre Makhachev, Tsarukyan contre Topuria me plairait. Si Topuria n'est pas disponible parce qu'il combat contre Makhachev et que Tsarukyan gagne, j'aimerais bien le voir contre Pimblet par exemple. Si c'est Hooker qui gagne, j'ai pas envie de voir Hooker contre Pimblet, mais plutôt contre Gaethje ou contre Holloway. Donc voilà, il y a plein d'options dans cette division. Je m'en plains beaucoup de cette division récemment parce qu'en 2025, il n'y a pas eu beaucoup de combats chez les lightweight dans le top 25. Dans le top 15, pardon. Et particulièrement sur la deuxième partie d'année, limite c'est le premier combat dans le top 15 des lightweight depuis l'été, quoi. Depuis le combat pour le titre. Depuis Oliveira contre Topuria, on n'a pas eu de combat top 15 à part Charles Oliveira contre Gamrot. Donc c'est peut-être le deuxième combat du top 15 ici. Et BSD la semaine passée, quoi. Le week-end passé. Mais ça n'a pas beaucoup bougé en deuxième partie de 2025 dans ce top. Donc il y a beaucoup de combattants disponibles, donc il y a beaucoup d'options. Ouais. Et tiens, juste sur les préférences, parce que tu en parlé, hein, mais si Dan Hooker perd, ça me plairait bien, un BSD Hooker, tu vois. Oh oui. Ou s'il gagne. Oui. Alors bon, s'il gagne, tant mieux, ça sera encore mieux pour Benoît, mais je pense pas qu'il regarderait derrière comme ça aussi. Il y a un monde où on a Holloway contre Charles Oliveira pour la ceinture BMF. On a Gaethje qui continue à rester sur sa position title shot ou rien, sinon je continue mon golf. Et dans ce cas-là, Hooker serait un peu en mode ok, j'ai personne d'autre. Et donc, je sais pas si le ranking UFC est déjà à jour, mais en tout cas, chez Fight Minds, BSD, il passe 6e, quoi. Donc, mais je crois que c'est chez Fight Matrix, j'ai entendu plusieurs qui disaient que chez Fight Matrix, il était 6e aussi. Ouais, mais l'UFC, là, il est 13, il vient de battre le 9. C'est pas encore actualisé. Ouais, c'est pas encore actualisé, mais je pense qu'il y a un monde où il dépasse Gamrot. Et donc, il se retrouve juste derrière Hooker. Alors, évidemment, si Hooker gagne, il va probablement passer, parce que là, il gagnerait contre le 2, donc il passerait probablement... La probabilité est forte qu'il perde. Ouais, et dans ce cas-là, le combat fait beaucoup de sens. Ah bah ouais, lui, c'est simple. On va lui dire, écoute, tu veux garder ta place tu veux garder ta place, tu combats pour, quoi, maintenant. Ouais. Et j'avoue que je préfère BSD Hooker que BSD Fiziev, par exemple. Ah oui, 100%. Ok, faisons notre petit top 5. Alors moi, je vais commencer par dire un truc, mais ça m'a fait très, très, très mal de ne pas pouvoir mettre le retour de Kiyoji Horiguchi
dans mon top 5. Donc, je dois le souligner, c'est une énorme mention honorable. On a Horiguchi qui revient à l'UFC. Il est mis contre le 12e de la division Ulanbekov. Donc, vraiment, je suis très, très content. Mais le fait qu'il ne soit pas dans le top 5 de mes intérêts, ça montre à quel point l'UFC Qatar est une très, très belle carte. Qui est ton 5 ? Bah, c'est ce combat-là. Ah bah voilà, ok, merci. Au moins, toi, tu le mets. Donc, ouais, Kyoji Horiguchi contre Tagir Ulanbekov. Ouais. Ouais, ça fait énormément de sens. Bah, écoute, moi, j'ai vraiment hésité, mais alors j'ai un peu triché. Pour mon numéro 5, j'ai mis 3 noms, parce qu'en fait, il y a 3 combattants qui font leur début. Et donc, c'est juste le fait qu'il y ait ces 3 combattants qui fassent leur début à l'UFC Qatar, ça m'intéresse énormément. Donc, il y a les débuts de Luke Riley, que je suis très très bien, parce que j'ai commenté pas mal de ses combats au Cage Warriors, et qui est vraiment un nom à suivre selon moi. Il y a Shamrock, j'ai commenté certains de ses combattants à l'Octagon, et lui, il a un niveau très fun à regarder, très divertissant. Et en plus de ça, il a vraiment une personnalité à part. Donc en termes de personnalité, ça peut rajouter quelque chose de chouette à suivre à l'UFC. Pour ceux qui ne connaissent pas, essayez d'écouter ses interviews et tout. Vous allez voir, le mec est un peu gypsy, décalé comme ça. Et alors, il y a aussi Yakiaev qui fait ses débuts, qui est passé par l'Ares. Donc voilà, et je les ai mis dans l'ordre. Donc celui qui m'intéresse le plus, c'est Luke Riley. Celui qui m'intéresse en deuxième, c'est Shamrock. Et puis il y a Yakiaev. Donc voilà, il y a 3 noms qui m'intéressent énormément, qui font leur début à l'UFC Qatar. Donc je devais les regrouper en numéro 5 ici. J'ai triché, je sais, mais... On change les règles du jeu, alors. Mais non, j'ai déjà triché dans ce sens-là. Je pense que quand il y a plusieurs invaincus ou quand il y a plusieurs... gars qui font leur début, tu vois, c'est comme sur certains jeux de cartes, tu vois, c'est au Uno, genre si tu as 2 fois la même, tu peux les mettre toutes les 2 comme ça. Non, là, c'est pas vrai. Non, cette règle-là, elle n'existe pas. Je suis un tricheur partout en fait. Ne jouez pas au Uno contre moi. C'est comme quand tu mets un +2 et l'autre qui met un +2, ça n'existe pas. Ça, c'est uniquement au 8 américain. Sinon, ça n'existe pas. Ok. Disons, c'est peut-être au Valet qui pue. Okay. Bon, je commence par mes mentions honorables, moi aussi, alors, parce que c'est mes mentions honorables. Moi, j'ai respecté les règles. Donc, j'ai mis Yakiaev. Pour une fois. Pour moi, il méritait pas sa place dans le top 5 parce que son adversaire, je trouve que l'opposition, elle est pas ouf en face. Donc, tu parles de Riley, là? Non, de Yakiaev. Yakiaev, ok. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Il affronte Rafael Cerquera, 11-3, qui a un record plutôt correct, mais par contre, qui est sur 3 défaites d'affilée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 3 défaites d'affilée à l'UFC. J'ai regardé. C'est pour ça, en fait, si tu prends mes notes ici, tu as vraiment les débuts de Luke Riley et Shamrock, et puis entre parenthèses, et Yakiaev. Voilà, donc ça, c'est ma mention honorable. Deuxième mention honorable, c'est le Shamrock en question. Là, c'est parce que je trouve, au contraire, qu'il a une grosse opposition. Il est underdog, grosse opposition. Donc, comment je pourrais dire ça Ouais, ça, j'aurais préféré qu'il ait un adversaire qui rentre à l'UFC un peu comme lui, parce que là, je pense que ça va être compliqué. Et donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Et alors, en mention, par contre, j'ai mis Shamil Gaziev. Donc, voilà, pour ceux qui suivent les catégories poids lourds, je pense que ça reste quand même un combattant à suivre, qui va être là pour quelques années, qui a quand même des belles victoires. C'est vraiment pas du tout la catégorie qui m'intéresse, les combattants qui m'intéressent, mais je pense qu'il faut le souligner, quoi. Justement, dans les mentions honorables, moi, c'est l'autre division qui m'intéresse beaucoup. J'ai mis Alex Perez contre Azu Almabayev. Comme ça, ouais. Voilà, j'attire un peu le regard sur la division des flyweights. C'est un peu mon rôle de cette année, tu vois. Mettez de la lumière chez les flyweights. Ok, maintenant qu'on a commencé avec le bordel, vous connaissez notre numéro 5, même si j'ai triché. Passons au numéro 4. À partir de maintenant, il n'y a plus de triche. Ok. De mon côté, en tout cas. Donc, je te donne mon 4 ? Ouais, donne-moi ton 4. Moi, c'est Riley contre Bogdan Grad. Donc, clairement, c'est l'anglais qui m'intéresse. L'autre, j'ai même pas regardé... J'ai même pas pris le temps de regarder qui c'était. Mais Grad, il a fait un combat contre... C'était contre Naimov ou un truc comme ça ? Ouais. Son nom me dit quelque chose. Il est parti à la décision. Ouais, c'était pas mal. Voilà, il a son petit niveau. C'est bien. Il a une victoire contre Lucas Alexander. Il avait gagné à la split contre Michael Aswell. Michael Aswell, c'est celui qui a perdu contre Bolaji Oki. Dans un combat qui était vraiment fun à regarder et qui a été très impressionnant contre Lucas Almeida dans sa dernière sortie. Donc, c'est pas rien. C'est un bon combat, Riley contre Grad. Ouais. Donc ça, c'est le 4.
Ok, là, ça commence à m'intriguer que tu aies mis ça comme 4. Ça veut dire que mon 4 n'est pas dans ton top 5 potentiellement, ou mon 3, je sais pas. Moi, mon 4, c'est Begzat Almacan contre Alexandre Topuria. Ouais. Ah bah c'est mon 3. Ah ben voilà, je pense que Almacan, on en avait beaucoup parlé quand il a combattu contre Oumar Nurmagomedov. Très difficile les débuts pour lui, mais il a failli créer la surprise. Et puis là, depuis, il nous a fait une ou deux belles prestations, je sais plus. Depuis qu'il a... Ma mémoire me fait défaut. Combien de combats il a à l'UFC depuis qu'il a combattu contre Oumar? Une ou deux? Une, contre Katona, oui, c'est ça. Ah ouais, magnifique victoire contre Katona. Et Katona, c'est solide, hein. Ouais, et voilà, Alexandre Topuria, on va pas se mentir, c'est surtout pour le nom de famille. Il a eu du mal contre Thickness, mais il a quand même trouvé sa victoire. Il a montré un shot style qui est agréable à regarder. Donc là, c'est quand même une grosse opposition. Je pense qu'Almacan est favori, non? Ah non, near even, c'est un pick-em. Ouais, ça mérite d'être 4e chez moi et 3e chez toi, du coup. Dans quel sens, sauf qu'il a eu du mal contre Thickness? C'était pas ultra dominant de tête. Ah ouais. Écoute, je pense que c'est le combat qui va un petit peu confirmer si c'est vraiment, enfin voilà, je vais pas dire s'il a le niveau UFC, il l'a clairement, mais si c'est le, si c'est le frère, enfin s'il va suivre les traces de son frère, quoi. Écoute, je pense sincèrement que Alexandre, comment ça se prononce? J'ai envie de dire Alexander aussi, mais c'est Alexandre. Je pense sincèrement qu'Alexandre a un très 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 bon niveau. Je pense qu'il est techniquement extrêmement bon. Peut-être même techniquement meilleur que son frère. Ok. Dans le sens plus réfléchi, plus, tu vois, un peu plus calculateur. Par contre, je pense qu'il a moins le flow. Non, pas le flow, mais tu vois, la volonté du champion, le truc d'en vouloir plus que les autres, plus compétitif, etc., etc. Je trouve que ça se ressent. Il va prendre moins de risques dans les combats. Je pense qu'il y a eu cette défaite par KO contre un nobody, là, au début de sa carrière, qui l'a complètement refroidi, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ce qui le bloque dans son ascension. Ouais, tu crois qu'il doit encore reconstruire son mental de cette première défaite. Ça lui reste encore quelque part dans la tête. Ouais, mais je pense qu'après, il y a les compétences. Tu peux travailler sur tes compétences, mais après, il y a un moment donné où c'est la personnalité. Ouais. Je pense que c'est un gars, enfin voilà, il est beaucoup plus à l'aise en étant posé, calculateur. Je pense que ce sera un excellent coach. Il l'a déjà montré dans le coin avec son frère. Là, je pense qu'il se fait plutôt plaisir. Je pense pas qu'il a la volonté de devenir champion ou quoi que ce soit, tu vois. Mais en tout cas, voilà, ça reste mon top 3 parce que j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir sa carrière. Ouais. Ouais, moi aussi, clairement, il est haut dans mon classement. Et là, je suis en train de faire des calculs et j'ai l'impression que tu as fait comme moi sur ma première liste. À la base, j'avais pas Jack Hermanson contre Orolbai dans mon top 5. Je l'ai même pas en mention. Tu l'as même pas en mention honorable. Écoute, à la base, je l'avais pas mis dedans non plus. Donc, j'avais Kyoji Horiguchi dans mon top 5. J'avais tout monté d'une place, du coup. Ouais. Parce que de base, je m'étais dit, OK, Orolbai doit encore me convaincre. Et j'avais oublié qu'il avait fait une belle prestation là dans sa dernière sortie. Ah ouais, c'était beau. Hein. Et donc finalement, j'ai remis Orolbai dans mon top grâce à ça. J'avais complètement oublié. Moi, j'étais vraiment resté sur sa défaite contre Rebecki. Et je m'étais dit, est-ce qu'on n'a pas surcoté Rebecki? Et par conséquent, comme il a perdu contre Rebecki, est-ce qu'on n'aurait pas surcoté Orolbai? Et après, je suis allé revoir le dernier combat de Orolbai et je fais non, c'est quelqu'un qu'on doit suivre de près. Voilà, le match-up est complètement inattendu. On a un middleweight en Jack Hermanson qui descend chez les welterweight. On a un lightweight qui monte chez les welterweight en Orolbai et ils se rencontrent tous les deux pour les débuts dans la division. Donc, je ne savais pas comment... En fait, il y a un côté négatif, c'est que peu importe le résultat du combat, on n'aura pas spécialement de réponse parce que les changements de catégorie, voilà, ça ne va pas donner une réponse claire. De l'autre côté, ça crée une vraie intrigue aussi. Donc voilà, je l'ai mis sans être convaincu dans mon top 5. Je l'ai mis sans être convaincu dans mon top 5. C'est une intrigue un peu artificielle, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, c'est pour ça, je le boycotte, ce combat-là. Tu sais quoi, on est d'accord sur... Enfin, moi, je l'ai hésité. J'ai vraiment hésité. D'abord, c'était pas dans mon top 5. C'était quand même dans les mentions honorables. Et puis voilà, en revoyant ce qu'a fait Orolbai dans son dernier combat, au final, je suis quand même assez excité de voir ce qu'il peut faire dans une division au-dessus. Et je pense que Jack Hermanson, ça reste un gars très professionnel qui va venir en ayant calculé s'il était capable de faire welterweight. Mais c'est quoi les codes? Voilà, c'est un vétéran qui est un gardien du top 15. Par contre, c'est vrai que les codes de Paris, j'en ai aucune idée.
Favori modéré. Franchement, moi, je vois Rollby large favori, tu vois. Et... Ouais, après, voilà. Jack Hermanson est tromper, décevant. hein, mais... Le truc, c'est que Jack Hermanson, il est décevant en combat sur 2. Tu vois, tu prends sa prestation contre Cannonier, tu lèves les yeux au ciel. Puis il est impressionnant contre Pfeiffer. Puis il est de nouveau décevant dans le combat d'après. Ouais, 1,34 contre 3. On est sur les mêmes codes de Paris, grosso modo, qu'on avait pour Islam contre JDM. Ouais, honnêtement, je comprends. Je comprends ceux qui mettent pas ça dans le top 5. Moi, je l'ai mis en last minute. Vraiment, c'est en retournant voir. Bref, ton numéro 2, main event ou co-main event? Eh bien, mon numéro 2, c'est le main event. Moi aussi. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Je suis auto-hypé ce matin en faisant l'analyse et puis là, tout à l'heure, tu vois. Ouais. Mais je l'ai quand même mis en 2. Ouais, pareil. Bah, écoute, pareil, notamment parce que c'est peut-être grâce au week-end précédent, mais le week-end précédent qui a fait énormément de mouvements chez les poids welter. Et on continue à faire du mouvement avec Yann Gary contre Belal Mohamed ici. Et en plus de ça, le combat me paraît très intéressant sur papier. Tu vois, ça peut vraiment partir dans plusieurs directions. Donc, ouais, moi, clairement, j'ai même pas hésité. Dan Hooker contre Tsarukyan, c'était mon numéro 2. Yann Gary contre Belal Mohamed m'intéresse beaucoup plus. Même si, d'après Tapologie, c'est en 3 rounds. Ça, c'est ma petite déception. 3 rounds. Bah, c'est le genre de co-main event. J'aurais voulu voir en 5x5. Mais en tout cas, d'après Tapologie, c'est du 3x5. Je sais pas si... C'est Belal qui est favori? Non, pas du tout. Ah ouais? 2,90 pour Belal, 1,36 pour Machado. Et donc, je suis aligné avec toi. La valeur... Je sais pas si j'ai le cœur de voter, de mettre des unités contre Yann Gary. Moi, je vais avoir le cœur, t'inquiète. On en parlera jeudi. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai vu les codes, j'ai fait... Ah putain, genre Belal, il a perdu... Enfin, c'est vraiment... Il a perdu sa ceinture sur une erreur de game plan et je crois qu'il va refaire la même erreur. Il a perdu toute sa hype, en fait, sur une défaite. En même temps, c'est vraiment remember the name, tu vois. C'est personne ne se... C'est quoi Alors, Yann Gary a tweeté avant l'UFC New York en disant... je sais plus ce qu'il dit, mais grosso modo, l'idée, c'est OK, il y a beaucoup de combats dans le top des welterweight, mais je vais leur faire oublier... Enfin, je vais faire oublier aux fans toutes ces prestations avec ma victoire la semaine d'après. Et je fais, ah ouais, putain, il combat contre qui, Yann Gary, à Qatar? Et j'ai dû aller sur Tapologie pour me rendre compte que c'était contre Belal, quoi. C'est ouf. J'ai vraiment beaucoup de respect pour Belal, mais le nombre de fois où on l'oublie quand on parle de contender, de futur contender, etc., son nom, il sort jamais. C'est déconné, quoi. C'est déconné. En tout cas, ça peut-être qu'on oublie son nom, mais moi, c'est clairement parce qu'il combat que je le mets en numéro 1. C'est clairement l'opposition qui m'intéresse là-dessus. Ah oui, donc Yann Gary, enfin quoi que la division, elle est quand même assez cool, tu vois. Mais clairement, cette opposition, Belal Mohamed contre Yann Gary, ça m'intéresse grandement. Clairement, j'aurais préféré que ce soit en 5 rounds, parce que je pense que ça aurait été là beaucoup plus à l'avantage de Yann Gary. Je comprends pas pourquoi c'est en 3 rounds, je comprends pas. Ah bah, j'espère. Hein. Enfin, en tout cas, si Belal, c'est qui son manager? Ali Abdelaziz. Ouais, donc je pense que Ali a négocié en 3 rounds. Il est malin. Il est pas bête. Et il est vraiment malin, ce gars. Il est malin. Il sait qu'il y a 2 rounds à contrôler, à mettre au sol le petit M pour l'emporter, tu vois. Ouais. Donc voilà, si ça avait un avantage 5 rounds pour Belal Mohamed, il aurait négocié en 5 rounds. Ouais. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est comme ça que ça se passe. Mais malgré, enfin voilà, c'est vrai que ça malgré aurait été encore plus mon numéro 1 si c'était en 5. Mais je vais pas me plaindre. Voilà, ce combat m'intéresse énormément pour l'opposition, pour le niveau et pour le mouvement que ça peut créer chez les welterweight. Parce que vraiment, je pense que la semaine prochaine, le week-end d'après, il n'y a pas d'UFC. Nous, on pourra vraiment faire un épisode sur que faire chez les welterweight, parce qu'il y aura eu tellement de mouvements que ça peut être une discussion assez intéressante qu'on peut avoir tous les deux. Et j'ai reçu 3... Alors, paradoxalement, j'ai reçu 3 demandes différentes de gens qui aimeraient qu'on évalue si les champions actuels sont les meilleurs champions de l'histoire de l'UFC, tu vois, quand tu prends les champions masculins actuels. Et je pense qu'il y a un vrai débat avec l'époque Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, John Jones, Ken Velasquez, José Aldo, Frankie Edgar et Dominique Cruz. Parce que les champions actuels sont un meilleur roster de champions que les champions que je viens de citer. Je crois que ça peut faire office de petit débat à prendre la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, dites-nous quoi en commentaire. Oh ouais. Ça sera intéressant parce que souvent on parle j'entends beaucoup la nouvelle génération. Darius qui a sorti ça aussi. Ah oui, BSD, c'est la nouvelle génération, il est complet partout.
Et John Jones, c'était la nouvelle génération, mais c'était il y a 10 ans, ça, tu vois. Ouais, et Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est toujours la nouvelle génération, ils sont toujours en train de mixer, la nouvelle génération. Oui, ça vaudrait le coup de... Et il y avait j'ai oublié Dimitri Johnson bah oui, bien sûr. dans le tas, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a plus réellement de nouvelle génération. Il y a des gars qui arrivent qui sont... Nouvelle ère, c'est depuis 2005, tu vois. Bah ouais, la réalité, c'est ça. Hein. La réalité, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau en soi. Il y a juste peut-être les niveaux qui augmentent un petit peu plus à chaque fois, peut-être. Ouais, on a plus de données, on a plus de... plus de pratiquants. Donc, il y a plus de pratiquants. Donc, il y a des coachs qui ont plus d'expérience. Donc, ça augmente avec le temps. Mais il n'y a pas de... Personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait des grosses... Il y a des nouveautés techniques. Il y a des nouveautés stratégiques. Mais si tu prends une vue très macro, complet, spécialiste, ça existe depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais c'est depuis les premiers combattants complets. Donc, ouais, 2005, j'irais. Depuis 2005, on a des combattants complets, quoi. Ce qui fait 20 ans, quoi. Ouais. Darius qui se réveille en 2025, il est complet, complet partout, nouvelle génération. Oh là là, incroyable. Non, ouais, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Parce que, comme tu as dit, on a quand même Demetrius Johnson, on a eu Georges Saint-Pierre. Tu as parlé de Dominick Cruz. Ouais. Moi, je rappelle que Dominick Cruz, il y a un moment donné où il roulait sur la catégorie. Et en fait, un moment où il a perdu, c'est quand tu as tout le monde qui a analysé son style, qui l'a étudié. Certains l'ont même copié, entre guillemets. TJ Dillashaw, personne s'en est caché, mais en tout cas, son coach a dit « je me suis influencé de lui », etc. Et puis, quand il a perdu contre Cody Garbrandt, c'est parce que Cody Garbrandt, il était focalisé sur lui, il savait exactement comment il bougeait, ce qu'il faisait et tout, tu vois. Et si le gars, il débarquait du jour au lendemain comme ça, et que personne ne l'avait jamais vu aujourd'hui, je pense qu'il serait très, très, très problématique. Écoute, je vais finir le podcast juste en remerciant aussi tous ceux qui m'ont accompagné à New York. Toi, tu avais pu vivre cette expérience à Paris. Je pense que ce dont on avait, enfin, ce que tu m'avais dit et qui était le plus, enfin, qui était sorti un peu de l'expérience que tu avais vécue à Paris, c'était la qualité de notre communauté. Et là, franchement, je l'ai vécu de l'intérieur, c'est exceptionnel. C'est un truc de malade. Les 23 participants étaient tous exceptionnels. J'ai pris du temps pour discuter avec chacun d'entre eux et ça a été méga agréable. Donc, ouais, en fait, ce qu'il y a de bien avec ce voyage, c'est que ça me permet de vraiment me rendre compte à quel point on a une grosse qualité humaine dans notre communauté. On s'en rend compte via les commentaires et tout. Mais là, le fait de pouvoir vivre en immersion 4 jours avec eux, je suis trop heureux. Je suis vraiment trop heureux qu'on ait réussi à construire un projet comme ça avec une communauté pareille. Donc, merci à eux. Moi, j'ai vécu vraiment l'un des meilleurs moments de ma vie sur 4 jours à New York. Donc c'est trop cool. Écoute, ça, c'est la grande chance sûrement que tu as eu. Alors, nous, on a eu une après-midi, une soirée. Déjà, c'était un super moment. Mais c'est clair que 4 jours, je pense que ça devait être très, très cool. Ah ouais, ça l'était. Très, très, très cool. Dans un nouvel environnement, en plus. Ouais. Vous le verrez dans le vlog, quoi. J'ai dit toutes les planètes étaient alignées. Mais ça paraît bête, mais un petit détail, c'est la météo. On a eu une bonne météo. On était à New York. On avait du temps libre. On avait du temps ensemble. Franchement, nous, ici, ça donnait envie. Hein. Même à la salle, moi, j'avais des élèves qui m'en ont parlé. Tu vois, Fight My Experience, ça a l'air trop cool. Je dis, franchement, t'imagines, tu pars tout seul comme ça, tu prends ton avion, tu vas dans l'hôtel, tu vas le soir, tu regardes, c'est cool et tout. Mais quand tu peux partager ça avec d'autres personnes, et puis je pense que c'est aussi une constante, c'est-à-dire que nous on a eu super gens à Paris. Là tu me dis que sur le groupe de 23 c'était super, c'était super. Ouais, je comprends que t'es apprécié et franchement ça donnait envie en tout cas de picher. Ouais, et puis tu parles de tes élèves et de prendre ton avion, etc. La plupart des gens qui sont venus c'était seuls. C'est quasi que des gens qui sont venus et qui ont voyagé seuls. Il y a très très peu de personnes qui ont réservé à deux. Il y avait 2 cousins, je pense qu'il y avait 2-3 binômes à tout casser. C'est trop cool. Et donc tu avais une bonne grosse quinzaine de personnes qui venaient juste tout seuls en se disant je vais rencontrer d'autres passionnés sur place. Donc on a créé, je pense, un truc genre de confiance. Tu vois, les gens se sont dit j'y vais seul, mais ce sera des gens qui suivent Fight Minds et donc qui sont dans le même état d'esprit que moi. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que on
on a fait un travail de valeur chez Fight Minds et ces valeurs, je les ai retrouvées chez chacun des participants et des gens qui ont voyagé dans Fight Minds Experience Easy. Donc la bonne nouvelle, c'est que clairement, avec le carton plein qu'on a fait à New York ici, le projet va continuer et on aura d'autres expériences. Et donc, comme on l'a déjà dit en interne, mais comme ça, c'est transparent avec vous deux, bah, toi comme moi, on a notre travail, on est parents. Donc, a priori, toi, tu feras un voyage par an. Moi, je ferai un voyage par an. John en fera peut-être un peu plus. Mais donc, on est parti sur peut-être 3, 4, 5 expériences par an, selon la qualité des cartes que sont proposées par l'UFC. Top. Et peut-être qu'on fera une fois un voyage où on est plus nombreux, où toi et moi, on y va, où John et toi, enfin, ça, c'était déjà fait, ou même les trois, selon le succès, selon la qualité de la carte. Mais voilà. Magnifique. Merci. À très vite, les amis. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.